Bonsoir à tous, ou buonasera devrais-je dire, ou guten Abend. Vous verrez que nous avons un auteur aux identités multiples. Bien, ce soir, nous parlons de Caput, de Curcio Malaparte. Vous trouvez le livre au prix de 10 € normalement. Le livre fait à peu près 650 pages et sa date de parution est 1944. Donc comme d'habitude, commençons par l'auteur et le contexte. On retombe dans des auteurs dont la biographie mérite un petit peu qu'on la compte. Souvent ces hommes du 19e et du 20e, hein, ces hommes presque qui furent aussi des écrivains plutôt que le contraire. Alors, qui est Curcio Malaparte ? D'abord, c'est un des grands écrivains italiens du 20e siècle. Les plus tatillons diront qu'il était toscan avant tout. Ensuite, c'est un politicien et enfin, c'est un soldat. Bon, je vais pas tout aborder dans la longue biographie que je vais faire, il y a énormément de choses à dire. Alors, vous me direz à son nom, on se doute bien qu'il est italien. Ne vous y fiez pas, Malaparte est né de père allemand en 1898 et s'appelle en fait Kurt Erich Zuckert. Jeune étudiant brillant, il décide, avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, de se porter volontaire à 16 ans. L'Italie, comme vous le savez, en 1914 étant neutre, il traverse à pied la frontière française, puisque c'est au sein de la Légion Garibaldi, qui est une unité de la Légion étrangère composée entièrement d'Italiens, qu'il va se battre. Après l'entrée en guerre de son pays, il est sous-lieutenant dans l'armée royale, il va combattre en Italie mais aussi en France, et finira le conflit avec la croix de guerre et les poumons brûlés par les gaz et un certain nombre, bien entendu, de traumatismes, puisqu'il fera partie de cette gigantesque pelletée d'écrivains jetés dans la guerre et ressortis transformés et marqués d'une façon ou d'une autre par ce gigantesque abattoir international. Ceci étant, il émerge par la suite en journaliste, mais aussi, la génération veut ça, en révolté contre l'incompétence de la classe dirigeante et à la recherche d'une jeune génération capable de remplacer l'ancienne. Donc dès 1920, il rejoint le fascisme et participe, on n'en est pas sûr, possiblement à la marche sur Rome. Il est en tout cas l'un des plus chauds partisans du squadrisme et de la radicalisation qui prend place après l'assassinat de Matteotti en 1924. Il devient l'un des représentants les plus en vue du courant dit révolutionnaire du régime, un soutien sans faille de la suspension des lois démocratiques et un signataire du manifeste des intellectuels fascistes. Il est l'un des idéologues du fascisme dit populaire, cette espèce de fascisme de gauche qui deviendra vite antifascisme par le sens de l'histoire, hein, pas au sens de la bière chaude. Coincé qu'il est entre le monde populaire, agraire, historique et le mouvement futuriste qui sont un petit peu les deux pôles d'attraction presque contraires du premier fascisme. Déçu comme beaucoup par l'absence de révolution sociale, par l'embourgeoisement, par les accords du Latran, il s'éloigne petit à petit du fascisme, abandonne la politique, devient directeur de la Stampa et se tourne vers la diplomatie et l'écriture. C'est en 1925 donc il va changer son nom. Pourquoi Malaparte ? C'est le mauvais côté, alors que Bonaparte c'était le bon côté. Bonaparte a mal fini, Malaparte, par effet miroir, devrait bien finir. En 1931, il publie son premier vrai succès international. Il le publie en France, je crois, de mémoire, Technique du coup d'État. Le livre est en fait une analyse de 10 coups d'État, de leur réussite et de leur échec, ainsi que de la méthodologie à suivre. C'est un livre profondément cynique, dissection autant qu'invitation à se saisir du pouvoir par la force, et c'est aussi, à l'époque déjà, une charge contre Hitler. Je le cite, « La tactique de Mussolini pour prendre le pouvoir sur l'État ne pouvait être que celle d'un marxiste. Hitler est un Autrichien potelé, avec une moustache posée comme un nœud papillon sous le nez. Son héros est Jules César en costume tyrolien. » Alors Malaparte est arrêté en 1933, officiellement pour activité antifasciste à l'étranger. Il est exclu du PNF, du Parti national fasciste,
Plus probablement, il aurait calomnié Italo Balbo et donc serait puni en conséquence. Il est condamné à 5 ans de résidence surveillée aux îles Lipari. Il est finalement remis très vite à un régime plus favorable et libéré après 2 ans et demi de relégation ilienne. Cela permettra toutefois à l'écrivain de constituer le socle de son martyre antifasciste qu'il invoquera bien entendu à de nombreuses reprises. En 1936, il fait construire la Villa Malaparte à Capri, que vous voyez, qui devient l'un des salons mondains les plus exclusifs de l'Italie. Et voilà où il en est au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Dans ce conflit, il est d'abord sur le front grec, puis à Belgrade, où il est d'ailleurs le seul correspondant de guerre à suivre les troupes allemandes. Et il est envoyé par le Corriere della Sera sur le front de l'Est en 1941. Alors la teneur de ces articles sur le front, dans la lignée d'ailleurs de ce futur livre, eh bien cette teneur le fait arrêter et éloigné du front par les Allemands. Il rompt ensuite avec le régime et ne retournera en Italie qu'à la chute de Mussolini, où il combat parmi les partisans. Et c'est à ce moment, en 1944, qu'il fait publier Caput, livre de gaieté cruelle, comme il dit. Alors cette œuvre a une genèse un petit peu plus ancienne, elle a été commencée dès 1941, elle a été cachée alors qu'il était expulsé d'Ukraine, puis terminée pendant les 2 ans qu'il va passer sur le front finlandais. Et il va réussir à se le faire envoyer en Italie alors qu'il était rapatrié donc de Finlande grâce à la complicité sur place du ministre de la légation d'Espagne et du secrétaire de la légation roumaine, puisque Malaparte n'était pas un anonyme, hein, il côtoie les grands de ce monde, vous le verrez. Alors Caput est une œuvre étrange. Le livre est à la fois un reportage et une œuvre littéraire profondément esthétique. Le trop vrai se mêle au probablement faux, en tout cas au non vécu, et la recherche littéraire, elle exclut du simple travail historique et journalistique. Le talent, en plus de ça, malgré ce qui est dépeint, est beaucoup trop grand pour que ne soit présent que le seul dégoût, c'est un espèce d'émerveillement poétique et une conscience profonde du tragique de la crise européenne définitive. La pitié y est sensible et en même temps, l'auteur est un témoin passif, assistant au pire en désabusé, cynique et en humaniste toujours mis en scène par lui-même. C'est le pourrissement et l'obscène des choses vues et vécues par un homme qui est avant tout un artiste. Après-guerre, puisque sa vie continue, il va publier son second chef-d'œuvre, La Peau, en 1949, qui est un témoignage sur la libération de l'Italie dont on parlera l'an prochain. Il va s'essayer au cinéma, continuer son travail de journaliste et se rapprocher du Parti communiste. Il meurt d'un cancer du poumon, hein, il était un gros fumeur, il meurt d'un cancer du poumon en 1957, baptisé dans la foi catholique et finalement adhérent au Parti communiste, restant l'individu complexe et torturé qui est toujours l'artiste, sans que l'on ne sache d'ailleurs si cette adhésion au PCI fut réellement demandée par lui sur son lit de mort ou offerte par le parti pour des motifs bassement politiques, hein, s'attacher la mémoire d'un intellectuel de plus. Combattant, politique, journaliste, écrivain, chroniqueur, la postérité de Malaparte est assez importante. Il est de cette veine des inclassables, à la fois nationaliste et internationaliste, italien et anti-italien, populiste et élitaire, anarchiste et fasciste, tout un ensemble de contradictions, ou en tout cas vues par nous comme telles, que en tant que faible individu nous serions bien en peine de résoudre, mais que lui barrait d'un trait de plume, ce qui est le privilège des grands hommes. Il est donc un homme engagé dans le siècle possiblement le plus tourmenté et virevoltant de l'histoire, qui a vécu parmi les plus petits et les plus grands, dans la paix et dans la guerre. Il est un Italien d'origine allemande, un homme d'une profonde culture, maîtrisant de nombreuses langues du continent, fréquentant le gratin, et du fait des livres qu'il nous a laissés, un homme qui mérite qu'on le lise, en passant sur les contradictions qui sont les fruits d'une époque très complexe, engageant des choix fatalement radicaux et dans une certaine mesure vomissant les tièdes. Je le cite. Le héros principal est Caput, monstre gai et cruel. Aucun mot mieux que cette dure et quasi mystérieuse expression allemande, Caput, qui signifie littéralement brisé, fini, réduit en miettes, perdu,
ne saurait mieux dire ce que nous sommes, ce qu'est l'Europe dorénavant, un amoncellement de débris. Espérons maintenant que les temps nouveaux soient réellement nouveaux. Alors, passons à la suite. Qu'est-ce qui est Caput ? Le livre est divisé en plusieurs chapitres portant tous les noms d'animaux pour plusieurs raisons, mais à la limite, peu importe ici, ça n'est pas le plus important. Commençons donc par les chevaux. Nous sommes chez le prince Eugène de Suède. Vous voyez que Malaparte côtoie du beau monde. Nous sommes dans son bureau fin de siècle, entouré de ses peintures parisiennes de jeunesse. Je cite. Il me demanda s'il était vrai que les Allemands fussent tellement assoiffés de sang et de destruction. Ils ont peur, répondis-je. Ils ont peur de tout et de tous. Ils tuent et détruisent par peur, non pas qu'ils craignent la mort. Aucun Allemand ne craint la mort. Ils n'ont pas peur non plus de souffrir. En un certain sens, on peut dire qu'ils aiment la douleur. Mais ils ont peur de tout ce qui vit, de tout ce qui vit en dehors d'eux, et aussi de tout ce qui est différent d'eux. Le mal dont ils souffrent est mystérieux. Malaparte est donc à Stockholm, de retour du front finlandais, dans ce pays neutre, la Suède, dans cette Europe qui conserve la vie sereine d'avant-guerre, dans cette Europe qui ne peut pas entendre ce qu'est la guerre, ce que Malaparte a à dire à ses semblables. Lui qui a vu les prisonniers soviétiques, je le cite, mangeant les cadavres de leurs camarades au camp de Smolensk. Bonsoir Azat. Il préférerait presque qu'on lui demande, comme l'Obergruppenführer en riant, si les prisonniers mangeaient de bon appétit plutôt que cette froideur scandinave affectée. Nous sommes donc dans un pays hors des fracas du monde où l'on peut librement se lamenter et refuser d'entendre parler de cette ignoble réalité de l'autre versant de l'existence, c'est-à-dire la destruction. Et donc nous commençons le voyage de l'auteur et nous voilà transportés en plein été 1941 à Nemirovskoye sur la route d'Odessa dans la matière en décomposition. Je cite l'auteur. Le long des rives, sur les bancs de sable affleurant au milieu du fleuve, on voyait parfois onduler les roseaux et les joncs comme si quelques bêtes sauvages s'y étaient réfugiées à l'approche des hommes. Alors les soldats criaient « Les rats, les rats !» décrochaient leurs fusils du brancard des charrettes ou le faisaient glisser de leur épaule et tiraient dans les roseaux. D'où s'enfuyaient de ci de là quelques filles ou femmes échevelées, quelques hommes vêtus d'une longue houppelande noire, quelques jeunes garçons. C'étaient les juifs des villages voisins qui s'étaient réfugiés au milieu des roseaux et des joncs. Des deux côtés de la route, et par-ci par-là dans les champs de blé, on entrevoyait des autos renversés, des camions incendiés, des blindés éventrés, des canons abandonnés. Mais pas un homme, rien de vivant. Pas même un cadavre, pas une charogne de cheval. Il n'y avait à des milles et des milles alentours que du fer mort. L'odeur de l'acier pourri l'emportait sur l'odeur de l'homme. Ça sent la chemise noire, ça sent oui, dans le passif de l'homme, effectivement, il y a une part de chemise noire, mais tu vas voir qu'effectivement, il n'y a pas que de la chemise noire. Nous sommes donc toujours à l'ombre de cette poche que sont en train de réduire les Allemands, et Malaparte partage son repas avec quelques soldats roumains. Ces braves paysans ne détruisent rien, ils ne s'en prennent qu'aux juifs. Pour eux, bien c'est la loi de la guerre. Malaparte sera l'un des premiers à livrer un témoignage circonstancié de leur sort dans cette guerre, aux Juifs, ainsi que de celui des prisonniers soviétiques. Mais aussi d'ailleurs de l'impossibilité de triompher de l'URSS parce que, eh bien, on ne triomphe pas de la machine. Je rappelle encore une fois que le livre est paru en 1944. Suivons ensuite notre auteur sur le front finlandais, au bord du lac Ladoga. Au loin, on devine déjà les coupoles de la ville de Pierre-le-Grand. Là, au bord du lac Ladoga, où les centaines de chevaux de l'artillerie russe paniqués ont trouvé refuge et laissent maintenant dépasser leurs figures gelées, leurs yeux effrayés et cristallisés des eaux du lac, servant de siège à Malaparte discutant avec le lieutenant Svarström. Je le cite. « Je l'aimais bien. Je m'étais mise à l'aimer le jour où je l'avais vu pâlir, à cause de ce morceau de chair humaine que les Syssites avaient trouvé dans la musette d'un parachutiste russe, resté caché 2 mois dans un trou au plus épais de la forêt, à côté du cadavre d'un camarade. » Voilà qui conclut les chevaux. Et après les chevaux viennent les rats. Pour ces rats, nous sommes maintenant chez le Reichsminister Frank, le gouverneur de la Pologne, que vous voyez ici en image. Un authentique criminel de guerre, voilà le genre d'hôte que vous et moi n'aurons pas souvent. Et un intellectuel, ce qui permet au moins de rendre le repas intéressant. Je cite Malaparte citant le Reichsminister Frank.
Je ne suis pas un véritable roi. Quoique mes amis de Berlin appellent la Pologne Frankreich. J'ai droit de vie et de mort sur le peuple polonais, mais je ne suis pas le roi de Pologne. Les Polonais ne méritent pas un roi comme moi, c'est un peuple ingrat. J'étais assis à la table de Franck, du roi allemand de Pologne, dans le vieux palais royal de Wawel à Cracovie. Franck était assis devant moi sur la chaise à haut dossier, rigide, comme s'il était assis sur le trône des Jagiellon et des Sobieski, et semblait tout à fait convaincu qu'il incarnait la grande tradition royale et chevaleresque de la Pologne. On peut apprécier, comme avec Van Salomon d'ailleurs, de pouvoir un petit peu pénétrer l'intimité triomphante de ces personnages, leur vraie intimité, même transformée par l'auteur et non pas cette espèce d'intime postérité qu'ils ont léguée. Voir cet homme, Franck, hurler qu'il sera l'Orphée polonais, protester de ses intentions charitables et aller jouer du Chopin à chaque contrariété a quelque chose de profondément instructif. Il est, comme j'ai dit, un assassin de très haute culture. Je cite à nouveau Malaparte. Depuis le début du repas, Franck s'était mis à parler de Platon, de Marcille Ficin, des Ortioli Cellari. Franck a fait des études à l'université de Rome, il parle l'italien d'une façon parfaite. Il a passé des journées entières dans les musées de Florence, de Venise, de Sienne. Il connaît Pérouse, Luc, Ferrare, Mantoue. Il est épris de Schumann, de Chopin, de Brahms. Il joue divinement du piano. Ah, tu es un, comment dirais-je, un touriste de l'Europe de l'Est, Azat. J'avoue que ça m'attire assez peu, mais ça doit être sympathique, hein. Effectivement. Bah après, un peu trop touristique pour être resté authentique, c'est un vaste débat, hein. Ah, d'accord. Il y était à l'époque. Ouais, on va pas demander ce qu'il y faisait à cette époque. Bref, c'est le temps du banquet au milieu des vassaux en uniforme d'un royaume exsangue. On divague, je cite à nouveau. Les Polonais finiront par nous aimer, c'est un peuple romantique. La nouvelle forme du romantisme polonais de demain, ce sera l'amour des Allemands. On divague donc dans l'atmosphère capiteuse des plats en sauce, des cognacs français et des cigares cubains. La visite du ghetto de Varsovie, qui est faite par Malaparte, fait partie des grands morceaux de la littérature dans la description poignante de la misère humaine de celle pour qui la mort est un soulagement. Comme d'ailleurs est profondément instructive la conversation de Franck à ce propos. Ce qui est de plus étrange est cette profonde absence de haine, en tout cas verbale. À mon avis, on a tort de se méfier des gens qui affichent trop cette xénophobie assumée. On devrait se méfier des gens sympathiques, pleins de bonnes intentions. Je cite le Reichsminister Frank. Ce sont les enfants qui me préoccupent. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire beaucoup pour diminuer les mortalités infantiles dans les ghettos. Mais je voudrais tout de même faire quelque chose pour alléger les souffrances de ces petits malheureux. Je voudrais les élever dans l'amour de la vie, je voudrais leur apprendre à marcher en souriant dans les rues du ghetto. Bien. Laissons là le royaume polonais et partons maintenant à Iași, en Moldavie, au premier jour de l'offensive allemande. Nous voilà dans cette ville moldave, cette ville sale où la classe noble, glabre, obèse et décatiée était encore il y a quelques décennies dépeinte dans sa gloire triomphante, perdue maintenant qu'elle est intellectuellement et matériellement. L'atmosphère est lourde et tout le monde sait que se prépare quelque chose de grave et de sans retour. Ce qui se déclenche, eh bien, c'est un immense pogrom. Je cite à nouveau l'auteur. De grandes bandes de juifs fuyaient par les rues, suivis par des soldats et des civils forcenés, armés de couteaux et de barres de fer. Par les petits soupiraux ouverts au niveau de la rue, des détachements de soldats jetaient des grenades dans les caves où beaucoup de gens avaient vainement cherché refuge. Certains se mettaient à quatre pattes pour constater l'effet des explosions à l'intérieur de la cave et se retournaient pour rire avec leurs camarades. Là où le massacre était le plus fort, les pieds glissaient dans le sang. Le chiffre est respectable, mais la façon n'est pas honnête, nous dit le gouverneur Franck. Le peuple roumain n'est pas un peuple civilisé. Tuer des juifs n'est pas dans le style allemand. C'est un travail stupide, un gaspillage de force et de temps. Nous les déportons en Pologne, nous les enfermons dans des ghettos. Là-dedans, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Les juifs vivent comme dans une libre république. Nous sommes donc de retour, vous l'aurez compris, en Pologne, où nous dînons, cette fois aux côtés du grand boxeur Max Schmeling. Grand champion, homme intègre et honnête, gêné de son statut de héros en Crète quand il a pu en fait à peine combattre à cause de coliques avant d'être blessé.
désabusé de ne servir que d'outil de propagande au régime dont il ne partage pas vraiment les idées. On peut aussi discuter de politique avec les grands de ce monde, je cite à nouveau. Dans toute l'Europe, les intérêts de l'Allemagne et de la Russie sont inconciliables. Mais il y a un point où ils se rencontrent et se concilient, en tant qu'ils maintiennent intacte l'efficience de la classe ouvrière. Elle sera l'unique classe après la guerre en condition d'assumer le pouvoir si l'Allemagne perd la guerre, bien entendu. Et si l'Allemagne gagne la guerre, elle sera obligée de s'appuyer, en Pologne, sur la seule classe restée debout, à savoir la classe ouvrière. Voilà pourquoi, dans toute l'Europe, les gouverneurs laissent les paysans s'enrichir par le marché noir qui saigne la bourgeoisie et qu'ils affament les ouvriers, divisant la société. Parce que les ouvriers continueront quand même le travail et la propagande communiste, veillant à sa sauvegarde et sa soumission interrompue en prévision de la révolution future, eh bien, serre les fins de la production de guerre allemande. Alors, le fascisme italien n'était pas racisme, pas au sens nazi. Sur l'aspect antisémite, très clairement, c'est indiscutable. Et vu un vieil antisémitisme catholique, ça dépend, parce que le fascisme prétendait aussi, en tout cas à ses débuts, dépasser le catholicisme. Mais ouais, non, t'as raison. Après, dire qu'il n'était pas racisme, ça dépend d'où on se place. À l'aune de 2025, le rapport à la race dans le régime fasciste, quand on voit l'Éthiopie, ce genre de choses, bon, voilà, c'est très clairement une notion quand même d'un régime qui nous paraîtrait raciste en 2025. Dans le contexte de l'époque, on est d'accord, voilà. Bien entendu. Dans le contexte de l'époque, il y a largement une différence avec le national-socialisme allemand, mais ça c'est indiscutable. Enfin, je veux dire, je suis pas sûr qu'aucun historien soutienne un rapprochement des deux régimes du point de vue de l'antisémitisme. J'en doute fort. Et oui, il va se radicaliser un petit peu après, ouais, tout à fait. Mais très clairement, non, il y a une différence. Mais j'ai jamais lu un auteur rapprochant les deux régimes de ce point de vue-là. Bien. Mais Malaparte, lui, a toujours son esprit en Moldavie. Il sera, en tout cas en tant que romancier, on y reviendra, il sera à Podul Ilolai quand le consul italien fait ouvrir les wagons plombés dans lesquels transitent les juifs déportés du pogrom de Yassi. Les portes vomiront les centaines de cadavres de ces cercueils roulants sans audière. Je le cite. Les morts sont jaloux et vindicatifs. Ils n'ont peur de personne, ils n'ont peur de rien. Ni des coups, ni des blessures, ni d'un nombre écrasant d'ennemis. Ils n'ont même pas peur de la mort. Ils combattent des ongles et des dents en silence, ne reculent pas d'un pas, ne lâchent pas prise, ne fuient jamais. Alors qu'on se rassure, ce n'est pas en Pologne que l'on verrait de telles choses. C'est réservé, comme le gouverneur Franck l'a dit, à des peuples sans culture. Alors il est toujours délicat de savoir ce que Malaparte a réellement pu entendre, bien plus que ce qu'il a pu voir, puisque l'on peut suivre ses déplacements géographiques. Ça n'est pas douteux qu'il a vu, entendu et participé à un certain nombre de choses en tant que correspondant sur le front, ce qu'il était. Mais on ne sait pas toujours la correspondance entre ces informations et ce qu'il en transmet. Ce qu'on peut dire, c'est que le livre paraît quand même assez tôt en 1944, assez tôt pour vouloir écrire et non réécrire l'histoire. En tout cas, tout cet humanisme polonais se termine par notre roi de Pologne par procuration, tirant au fusil sur un des rats du ghetto, sortant de son trou, les enfants de la rapine et de la survie. Après les chevaux et les rats viennent les chiens. En passant, Malaparte était un véritable cynophile. Nous sommes maintenant en mars 1942 à Helsinki, dans un autre de ces pôles de la guerre, un petit peu plus oublié, devisant des vertus du cuir de chien avec le ministre d'Espagne, Agustín de Foxa, grand ami de Malaparte. Et nous voilà encore dans les mentalités ministérielles de cet étrange pays, la Finlande, tout à fait spectrale, à la lumière sans fin et aux nuits absentes. Notre auteur nous raconte à nouveau ses pérégrinations en Ukraine, le pays du miel et des tournesols. Nous sommes à l'époque où, je le cite, « Désormais, la Blitzkrieg, la guerre éclair, avait pris fin pour céder la place à la 30-jähriger Blitzkrieg, la guerre éclair de 30 ans. La guerre victorieuse était finie, voilà que commençait la guerre perdue. » Malaparte assiste
Au changement autant du climat dans le ciel qu'au changement de l'état d'esprit des hommes, militaires et civils, combattants et prisonniers, vainqueurs et vaincus ne sont plus les hommes riant sous les rayons du soleil, mais des automates dans une gangue de boue. Il assiste aux premières loges à cet intéressant exercice dont il y a peu de raisons de douter, au moins de ses vertus de philosophie politique. Les Allemands y font lire un groupe de prisonniers soviétiques et fusillent les plus instruits. Je le cite. Enfin, je le cite. Ça n'est pas lui directement qui parle. Il faut nettoyer la Russie de toute cette marmaille lettrée. Les ouvriers qui savent trop bien lire et écrire sont trop dangereux. Ils sont tous communistes. Natürlich, répondis-je, mais en Allemagne, tous les ouvriers et tous les paysans savent très bien lire et écrire. Tout cela donc est observé sans pleurs, sans rire, comme quand il assiste aux élans d'acier des tanks du général von Schobert que vous voyez à l'écran, dans les immenses plaines ukrainiennes, et l'attaque des chiens rouges entraînés à détruire les tanks, les Hundeminden, qui les font sauter. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Aucun historien n'est arrivé à une conclusion définitive quant à leur efficacité réelle à ces chiens destructeurs de tanks. Lui au moins était là, donc prenons en compte ce que notre homme dépeint, et la solide haine des soldats de la Wehrmacht qui vont dépeupler l'URSS de sa race canine. Prenons en compte aussi le dépit de ce général von Schobert, pris dans cette guerre civile européenne, dodelinant de la tête en soupirant, je le cite, « Nous faisons la guerre à la race blanche ». Fantaisie historique ou pas, Malaparte est avec certitude le seul journaliste à assister au bombardement de Belgrade, qui intervient le 6 avril 1941, l'opération Châtiment. Ça, c'est une certitude, il y était, il l'a vu. Après les chiens, eh bien c'est l'heure des oiseaux. L'avant-dernière partie, l'antépénultième, pardon. Nous voilà à Potsdam parmi les blessés qui pullulent dans le Reich en guerre. Je cite à nouveau l'auteur. La guerre ne mange pas les cadavres, elle ne dévore que les soldats vivants. Elle mange les jambes, les bras, les yeux des soldats vivants. Mais les humains sont plus civilisés, ils ne mangent jamais les hommes vivants. Ils préfèrent, on ne sait pourquoi, manger les cadavres. Peut-être parce qu'il doit être très difficile de manger un homme vivant même pendant qu'il dort. À Smolensk, j'ai vu quelques prisonniers russes manger les cadavres de leurs camarades morts de faim et de froid. Les soldats allemands les regardaient en silence, de l'air le plus gentil et respectueux du monde. Les Allemands sont pleins d'humanité, n'est-ce pas? Les Allemands sont un peuple sentimental, c'est le peuple le plus civilisé et sentimental du monde. Le peuple allemand ne mange pas les cadavres. Un peuple civilisé ne mange pas les cadavres, il mange les hommes vivants. On peut raconter aussi les escapades de Malaparte dans la Croatie de Pavelić, un homme bon, avec ses oreilles disproportionnées et une humanité simple et généreuse que cet homme, torturé par son travail au service de son peuple et de sa patrie croate. Et puis, ce bourreau de travail est aussi un fin gourmet. Je cite. Malaparte, observant avec délectation un panier sur le bureau du maître de la Croatie. « Ce sont les huîtres de Dalmatie ?» demandai-je. Ante Pavelić souleva le couvercle du panier et me montrant ses fruits de mer, cette masse d'huîtres gluante et gélatineuse, il me dit avec un sourire, son bon sourire là. « C'est un cadeau de mes fidèles Oustachis. Ce sont 20 kilos d'yeux humains. » C'est le genre d'anecdote propre à faire frissonner la bourgeoisie diplomatique des femmes d'ambassadeurs de l'Allemagne nazie avec qui il est convié à dîner. Je le cite. Elles étaient fières des souffrances, des misères, des deuils du peuple allemand, de toutes les horreurs de la guerre qu'en vertu d'un vieux ou récent privilège, elles estimaient leur droit de ne pas partager avec le peuple. C'était cela leur patriotisme. C'est donc tout ce pourrissement du luxe étalé au milieu de la misère, de ce luxe se parant des souffrances du peuple pour faire croire à son propre héroïsme. Ce pourrissement, il est bien éloigné des filles publiques de Soroka quand, je le cite, certains jours, au coucher du soleil, les soldats allemands allaient dans les blés à la chasse aux filles juives. Ma foi, juive ou pas, il faut bien remplir le bordel militaire de la 11e armée. Cette partie, sur ces jeunes filles prostituées de force, c'est l'une des parties les plus émouvantes du livre quand le rêve et le cynisme des jeunes filles se heurtent à l'acceptation ou l'incompréhension de la mort qu'elles savent prochaine une fois usées par les passes. Triomphe de la rationalité mathématique allemande qui intègre dans la balance l'acceptation définitive de la moindre importance de l'homme qui n'est qu'un chiffre de comptabilité et dont la vie se justifie par l'utilité. La 5e partie, et donc avant-dernière, ce sont les reines.
C'est l'extrême nord, le plus éloigné du monde, mais toujours, la guerre partout. Alors, je dois dire que je ne sais pas si Himmler s'est réellement rendu en Laponie. Je crois que j'ai lu une ligne à ce sujet dans un PDF quelconque, mais à cette date-là, je n'ai rien de certain. Ce qui est certain, c'est que son masseur et homme de confiance, Félix Kersten, était finlandais. Nous voilà donc au milieu de ces étranges Finnois, ivres morts chez le gouverneur, et pire encore, voilà qu'arrivent ces encore plus étranges Alpenjäger, tous prématurément vieillis, jaunes, chauves, édentés, ravagés par la clarté du soleil sur la neige et tous rendus fous par la puissance du vide. Je cite. C'est terrible. Jour et nuit, ce n'est qu'une orgie continue. En attendant, chez les officiers et chez les soldats, les cas de suicide augmentent d'une manière impressionnante. Himmler est venu ici en personne pour tenter de mettre fin à cette épidémie de suicide. Il va faire arrêter les morts. Il va les faire enterrer les mains liées. Il imagine pouvoir empêcher les suicides par la terreur. Hier, il a fait fusiller 3 Alpenjäger qui avaient tenté de se pendre. Himmler ne sait pas que c'est une chose merveilleuse d'être mort. On est en droit, en tout cas, je ne sais pas si Himmler était là, mais on est en droit de ne pas croire Malaparte quand, avec sa troupe de soldats ivres et débraillés, il croise dans une scène presque chaplinesque Himmler au sauna, Himmler et son, je cite, nombril d'enfant dans un ventre de vieux, Himmler qui avait l'aspect exact d'un sorbet mis au four. Himmler nu dans son sauna est un homme apeuré, sans aucun doute une image construite par l'auteur au service de son propos. Et finalement, toute cette aventure finlandaise se conclut avec une observation philosophique et halieutique. Même à la pêche au saumon, les Allemands ont peur et ne savent pas être fair-play. Dernière partie du livre, les mouches. Et nous voilà de retour en Italie. L'aristocratie romaine a choisi, je cite, définitivement entre le principe de la légitimité et celui de l'illégitimité, en ouvrant grand ses portes à une tyrannie des inauthentiques tyrans. Mais alors comment comprendre cela ? Pour Malaparte, tout cela s'explique simplement et sans pitié pour ces hommes, je le cite. Dans une société en décadence et proche de son dernier écroulement, chez un peuple où les principes de la légitimité historique, politique et sociale ne jouissaient plus d'aucune autorité, dans une nation où les classes intimement liées au sort de la conservation sociale avaient perdu tout prestige, dans une Italie semblable, seul le triomphe des principes d'illégitimité pourrait garantir une solution pacifique de la terrible crise sociale que la guerre annonçait et préparait, à savoir réaliser l'aspiration immédiate et suprême des classes conservatrices pendant les périodes de crise grave, sauver ce qu'on pouvait sauver. La réflexion politique sous couvert de cynisme et d'humour est lucide. À punir de mort ceux qui veulent mourir, oui, c'est très très malin, mais ça n'est qu'une image pour le coup volontaire de l'auteur qui pointe cette absurdité, sans doute tout à fait construite dans son imaginaire pour cette fois. Le prince de Piémont n'étant pas un homme brillant, les classes conservatrices ne voient pas en lui l'homme qui pourrait, par-dessus les principes de monarchie et les institutions et tout le fatras qui leur importe, sauver ce qui leur importe vraiment par-dessus tout, c'est-à-dire l'ordre social. Le choix de Galeazzo Ciano est celui de la révolution domestiquée, celui de l'anti-Mussolini, l'homme qui sauvera ce que l'on peut sauver en s'entichant des anglo-saxons et donc l'homme de demain. Cet homme jeune, pourtant déjà ostracisé et qui, sur sa fin, devait porter l'Italie, je cite l'auteur, dans ses bras, à travers les flammes, jusqu'au sein sûr et généreux de l'Angleterre. Personne n'est pourtant dupe sur ces projets chimériques. Je cite à nouveau l'auteur. Galeazzo est un homme bizarre, dis-je. Il a l'illusion d'être très populaire en Amérique et en Angleterre. Cela n'est rien, dit Anfuso pense qu'il se croit très populaire en Italie. Malaparte conclura donc tout ça dans une discussion au golf avec Ciano, agréable, lucide, désabusé, dissipé par les femmes, et tous sont conscients que l'Italie n'est déjà plus qu'un cadavre. De retour à Naples, l'auteur y assiste et clôture l'ouvrage avec le bombardement de la ville par les Alliés qui intervient en 1943. Les monstres et les mendiants de la ville y surgissent des décombres pour s'abriter, comme des héros antiques et difformes, comme ces éternelles interfaces des hommes et des dieux, ce qui est une allégorie bien entendu transparente de ce que la guerre fait ressortir du néant, c'est-à-dire le plus caché, le plus difforme de l'homme. Et donc tout s'y termine en Italie. Les mouches, tourbillonnant de partout, ont gagné la guerre.
Voilà pour, eh bien, on va dire assez rapidement, voilà tout ce que nous raconte Malaparte dans ce grand livre, par la taille autant que par le propos. Je me permets de boire un petit coup. Mes excuses. Alors, comme d'habitude, on enchaîne. Pourquoi est-ce que c'est important et qu'est-ce que j'en ai pensé? La corruption des principes moraux et des mœurs, c'est l'avant-garde des révolutions, nous avertit Malaparte. Alors, Malaparte, sans aucun doute, aime s'écrire et n'a pas pour but exclusif de raconter ce qu'il a vu. Ou plutôt, il est un journaliste qui décrit ce qu'il a vu et un romancier qui se permet d'imaginer ce qu'il aurait pu voir et qui est toujours le grand metteur en scène de lui-même. Il est aussi évident qu'il se donne un statut de martyr bien supérieur aux persécutions qu'il a réellement subies dans le régime fasciste, mais nous sommes en 1944, ça se comprend assez bien. Son style d'écriture, c'est celui du romantisme, c'est celui du grand fracas, de la grande lumière avec ses voiles d'ombre, mais aussi d'un certain détachement et d'une certaine ironie légère, presque, j'allais dire, anglo-saxonne. C'est un Célinien dans le sens où il est un homme qui a mis sa peau sur la table, comme on dit. Célinien, il l'est par ce témoignage humain, témoignage de la guerre et de ses effets, témoignage d'un temps, celui des années 30 et 40, mais il ne l'est pas par le style. Il est, du point de vue du style, un naturaliste, plutôt un peintre des hommes et des lieux, un espèce de Chateaubriand ou de Proust en pleine Seconde Guerre mondiale. Malaparte est aussi un vrai conteur. Alors certes, il parle essentiellement de lui, mais c'est infiniment plaisant de l'écouter dérouler sa vie, surtout que, eh bien, dans cette époque-là, c'est une vie fort intéressante. Nous sommes, comme pour beaucoup d'autres en ces temps extrêmement troublés de polarisation des pensées et des actes, avec ces écrivains sulfureux, presque traîtres à un extrême, jamais acceptés dans un autre du fait du poids des engagements passés. Pour autant, malgré, on va dire, ces déviations idéologiques, ils se sont bien plus et bien plus courageusement que certains autres, physiquement et moralement engagés dans tous les spectres de la politique la plus dure de ce point de vue. On pourrait le rapprocher, même si les parcours de vie sont différents, mais on peut le rattacher à un Bernanos par exemple. Pour ce seul point, bien entendu, sur le reste, ça n'a pas grand-chose à voir. Alors au-delà de son amour pour lui-même, de son passé fasciste et de sa tentation communiste ou chrétienne, il est évident que peu d'hommes ont écrit à son époque sur les juifs, les polonais, les massacres allemands avec une telle compassion, un tel réalisme, en un temps, en 1944, et même avant d'ailleurs dans ses articles, où cela aurait pu lui coûter la vie et où l'Europe avait légitimement d'autres centres d'intérêt que celui des victimes d'une guerre encore à gagner ou à perdre. C'est un des premiers livres où nous pénétrons l'intimité du national-socialisme en guerre. On connaît la banalité du mal, tout ce qui viendra par la suite, mais il y a chez Malaparte la nouveauté et le fait que, pour avoir été par la suite capitaine d'une puissance alliée, il sera capitaine rattaché à l'armée américaine, pour avoir été aussi un intellectuel mondain, eh bien, il pouvait raconter cette proximité avec le pire. Ça n'est pas certain qu'il aurait osé être aussi honnête 20 ans après, à l'heure où l'antifascisme était un petit peu plus exacerbé et où le passé avait tendance à peser plus lourd. Dans Caput, le contraste est marqué, ce qui est un effet littéraire bien entendu, entre ce qu'il raconte du destin des victimes et des petites gens et ces dîners du Gotha avec toujours présente la volonté de choquer, qui est presque une pause effectivement. Mais tous ces hommes du Gotha représentent en plus de ça un passé de bohème, de politique, d'aristocratie devenue profondément pourrie. Sur son témoignage se pose bien entendu la question du rapport au réel. Rien ne lui interdit de tisser autour de ce qu'il a réellement vécu, et après tout, il n'invente pas réellement. Je pense qu'il faut
renoncer à traquer la bête du vécu. Je comprends que pour ceux qui l'ont lu, quand on aime ce livre, on veuille mettre un petit peu retirer son écorce, on va dire, et essayer de voir si tout est vrai. Mais si Malaparte est un journaliste intransigeant avec les faits, il n'était par exemple pas présent au pogrom de Iași, puisqu'il suivait le front et qu'il avait quitté la ville depuis 5 jours. Il a simplement capté la situation dans la ville avant son départ. Il affirme d'ailleurs pas être sur place à ce moment-là. Mais voilà, il a essayé de reconstruire la scène à partir d'autres récits. N'empêche que ce récit en question ne sera jamais pris en défaut par les historiens et colle parfaitement au récit des événements qu'on connaît. Quant au reste, il y a une large part de non-vécu, c'est évident. Ceci étant, il ne cherche pas forcément le plausible, il construit simplement un autre réel possible, raconté. Et il ne se dépeint jamais en héros ou en saint, je le cite. Vous voudriez peut-être que je me sacrifie inutilement pour vous, que je me fasse tuer place Inouï pour défendre les Juifs de Iași. Si j'étais capable de cela, je me serais déjà fait tuer sur une place d'Italie pour défendre les Italiens. Il aime aussi se dépeindre en bouffon cultivé et insolent face aux dignitaires national-socialistes, pouvant mettre sans doute sur le papier ce qu'il aurait aimé dire plus que ce qu'il a réellement dit, ce qui lui vaudra une partie de cette réputation et cette postérité de Matamor tout en moi-je. C'est vrai que, encore une fois, Malaparte très clairement est un homme qui est ravi de s'écrire. Ceci étant, il prendra aussi de vrais risques avec son manuscrit, qui aurait pu lui coûter la vie. Voilà, je laisserai aux érudits et biographes de Malaparte de discerner tout ce qui est de l'ordre du vécu et du non-vécu dans chaque page du livre. Le destin du peuple allemand est de se transformer en victime, en caput. Alors, c'est la première fois, je pense, je suis même pas sûr, mais que je pose la question du besoin et de la capacité de témoigner. Il n'y a pas de raison que ce soit plus pour ce livre qu'un autre, mais bon, c'est tombé comme ça et j'avais envie de le dire. J'ai eu l'occasion, comme tout le monde, de lire des choses assez médiocres de gens qui voulaient écrire ou étaient même publiés. Quand je dis ça, c'est pas un témoignage de supériorité, hein. Je suis pas juge ou correcteur, mais plutôt d'humilité. C'est plutôt la conscience de ses propres limites et l'étonnement parfois que cette conscience-là soit pas toujours partagée. Il n'empêche que nous sommes, enfin je crois, tous des gens qui parfois veulent dire quelque chose, qui n'ont pas toujours les moyens, ou des moyens trop modestes, et qui ne laisseront, vous comme moi, qu'un très court et limité message à la postérité, si tant est qu'on en ressente le besoin. Hein. Comme disait Zola, la postérité n'est peut-être pas l'impeccable justicière dont nous rêvons. Et voilà donc pourquoi chérir les écrivains. L'un d'entre eux, s'il n'a pas vécu votre vie, et sans doute Malaparte encore moins qu'un autre, a pourtant en certaines occasions pu dire ce que vous vouliez ou auriez pu avoir envie de dire. C'est une forme de consolation des médiocres assez reposante qui nous épargne bien des peines que de savoir que vous appartenez à cette communauté silencieuse qui se reconnaît et apprécie de grandes figures. Voilà. Quant à savoir ce que j'en ai pensé, eh bien c'est très simple. Sur la forme, Malaparte est un grand écrivain. Ça ne fait aucun doute. On aime ou on n'aime pas un grand écrivain. Hein. Il a des qualités et des défauts, mais il reste ce qu'il est. Hein. Une plume est une plume. La construction du livre peut parfois être déstabilisante avec tous ces allers-retours géographiques et temporels au milieu des fronts. On peut aussi avoir beaucoup de mal à y entrer dans le livre, les 30 premières pages peuvent être assez difficiles, mais sur le fond, il y a quelque chose de très particulier et d'assez unique au-delà du style. Je pense que ça tient à l'époque d'écriture qui est en pleine guerre. Et encore une fois, on est en 1944 et le livre a été écrit à partir de 1941, donc on est vraiment en pleine guerre, sans aucun recul. Tous des instants très prophétiques, très lucides. Alors il y en a aussi d'autres qui nous paraissent relever d'un monde complètement éteint par la rupture de l'ordre des choses qui a été 1945, mais il y a vraiment des moments de grande lucidité et c'est une vision du monde en guerre et du monde d'après-guerre, alors qu'on est encore en plein dans ces événements,
dans un témoignage qui est livré sans pathos, sans jugement, et sans aussi, ce qui est très intéressant, ce que j'ai apprécié, sans la distance que viendra mettre le temps avec cette époque. On s'autorise des choses différentes, on s'interdit des choses différentes par rapport à des récits qui seront donnés 20 ans plus tard, le temps étant passé, les gens ne pouvant plus comprendre certaines choses, ou ne pouvant plus accepter certaines choses, ou le contraire d'ailleurs. Donc c'est vraiment, de ce point de vue-là, très intéressant. On a la chance d'avoir un grand écrivain en pleine guerre qui dépeint ce qu'il a vu. Et s'il dépeint justement ce qu'il a vu de la cruauté allemande dans cette guerre, il dépeint aussi la souffrance du peuple qui n'échappe pas plus que les autres à la destruction européenne en cours. De ce point de vue, il est à mon sens très important, mais comme sont certaines leçons et d'autres pages que vous lirez. Hein. Mais je peux dire assez sereinement que le livre est quand même assez marquant. J'ai toujours plusieurs mois d'avance sur mes lectures par rapport aux vidéos que je fais. Donc je l'ai lu il y a déjà quelques temps, mais encore aujourd'hui, je me souviens de la plupart des épisodes narrés par Malaparte. Et la plupart, alors ils sont choisis, bien entendu, c'est du roman, il y a une part de journalisme, mais la plupart ne peuvent pas, à mon sens, vous laisser de marbre. De par le talent effectivement de Malaparte et les situations qui sont dépeintes. Et puis par encore une fois le fait que c'est un homme dans la guerre, mais c'est aussi un homme qui fréquente le grand monde, donc vous avez un pied dans chaque aspect du monde en guerre, donc c'est vraiment très très intéressant, comme l'est La Peau, hein, dont on parlera l'an prochain, qui est aussi un très bon livre, pour le coup beaucoup plus axé sur l'Italie et sa libération, qui pose d'autres questions parce qu'il paraît quelques années après la guerre, donc il y a d'autres ouvertures, d'autres notions. On est ici vraiment encore en plein conflit. Donc une phrase et une note pour finir. Eh bien, je devais m'autoriser un jeu de mots, hein, puisque ça devait être le fil conducteur de la chaîne, mais parfois j'oublie. Ce sera forcément Malappartement sur 10. Voilà, je trouvais que ça collait parfaitement. Quant à une phrase, je vous lis. Je racontais que le comte Gawrowski, le diplomate polonais qui a épousé Luciana Frassati, la fille du sénateur Frassati, jadis ambassadeur d'Italie à Berlin, réfugié à Rome depuis l'occupation de la Pologne par les Allemands, se rend de temps en temps à l'hôtellerie de l'abbaye du Mont-Cassin pour y passer quelques semaines. Le vieil archevêque, Don Gregorio Diamare, abbé de l'abbaye, parlant un jour avec Gawrowski de la barbarie dans laquelle la guerre menace de jeter l'Europe, lui disait que, dans les plus profondes ténèbres du Moyen-Âge, les moines avaient sauvé la civilisation de l'Occident en copiant à la main les vieux et précieux manuscrits grecs et latins. Que devons-nous faire aujourd'hui pour sauver la culture de l'Europe ? Conclut le vénérable abbé. Faites-les taper à la machine par vos moines, lui répondit Gawrowski. Voilà pour ce soir. Nous finissons donc Caput de Malaparte. Je vous en conseille vraiment la lecture, si la période vous intéresse. Le style de l'auteur, bon bah il est ce qu'il est, hein, c'est très difficile de le décrire, en tout cas j'ai essayé de le faire, mais avant que vous ne l'ayez lu, mais sachez, voilà, vous avez entre les mains un livre particulier d'un auteur, encore une fois, qui a pu être décrié, mais plus sur sa personne que sur son œuvre, sur sa personne, autant par ses atermoiements politiques que par sa propension, on va dire, à se mettre en avant. Disons ça comme ça gentiment, mais c'est un grand livre, c'est un grand auteur italien du XXe siècle, on en a déjà vu avec Buzzati, on en verra d'autres encore, ça va faire partie des thèmes redondants, la littérature et l'histoire italienne, ça va revenir très très souvent. Je peux pas vous dire que vous apprécierez le livre. Ce dont je suis quasiment certain, c'est qu'il vous marquera forcément de par ce qu'il dépeint. C'est très rare qu'un livre me marque dans le sens où j'arrive à me souvenir, alors non pas du style ou de l'histoire globale, mais vraiment d'épisodes, comment dirais-je, à la suite. Quand j'ai repris cette présentation, je me suis rendu compte que je me souvenais quasiment de tout. Donc c'est assez rare, et avec le recul je me rends compte que c'est un livre qui m'a marqué. Je savais pas ce que j'allais y trouver, j'avais une opinion assez négative de Malaparte par rapport justement à son parcours,
Et finalement, j'y ai trouvé de nos grands auteurs, au-delà d'Italiens, hein, sans doute un de nos grands auteurs du XXe siècle. Parfois on se trompe, hein, parfois on lit pas certaines œuvres pour de mauvaises raisons. Eh bien, je m'étais trompé. Voilà, ça arrive. Donc j'ai rattrapé mon erreur depuis. Voilà pour ce soir. De rien, Azat, au plaisir. On se retrouve mercredi pour la seconde partie de notre tier list sur les désastres coloniaux. Partie peut-être un petit peu plus consensuelle que la première. Et puis vendredi, donc suite et session 6 de notre grande partie à 16 joueurs, enfin à 15 maintenant, puisqu'il y en a un qui est mort dans le jeu, bien entendu. Donc on se retrouve pour notre grande partie sur Europa Universalis, et dimanche prochain, si je ne dis pas de bêtises, ce sera une histoire et au lit sur les fils de Constantin. Si je peux me permettre, pourrais-tu commencer tes soirées pour 21h plutôt que pour 21h30 si on a, je pensais que... Oui, alors, comment t'expliquer Alors, c'est dommage parce que tu seras le seul à m'entendre. Il y a deux choses. Alors, je sais pas si tu es sur le Discord, Azat. Il y a un calendrier, de la même façon il est sur la page Twitch, où effectivement c'est censé commencer à 21h. 21h30 le mercredi, parce que effectivement c'est un petit peu plus compliqué en semaine pour moi. Je te précise juste, et c'est pas, comment dire, j'ai rien d'agressif dans mon propos, et ni le besoin de me justifier, parce que bon, chacun sa vie, mais j'ai un travail et des enfants, et du coup je suis, surtout en l'occurrence une toute petite, un nourrisson en l'espèce, donc je suis pas forcément en capacité de respecter un horaire fixe, voilà. Donc quand je peux, je le fais, notamment le vendredi, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour être à l'heure, parce que on est 15, donc ça n'engage pas que moi. C'est ça, ouais, grave. Excuse-moi, je te demande de me pardonner. Non, mais il faut que vous compreniez que je suis pas sûr, je peux me tromper, mais qu'il y ait beaucoup de gens dans ma situation qui fassent ce que je fais. Ça demande beaucoup de temps et je sacrifie franchement. Mais je ferai une vidéo en fin d'année pour faire le bilan de la première saison, où j'aurai le temps de m'apitoyer sur mon sort et de pleurnicher. Mais c'est un travail difficile. Avec le boulot en plus et la vie de famille, et je sacrifie beaucoup. Et le plus dur, c'est vraiment de respecter un horaire, parce que pour ceux qui ont un bébé, vous savez que vous n'êtes pas toujours, il y a des imprévus, voilà, on va dire ça comme ça. Donc parfois il m'arrive même de ne pas streamer du tout, mais non, je sais qu'il n'y a aucun souci. Non, mais crois-moi bien, je préférerais même faire peut-être 20 heures, hein, mais je fais au mieux. Et ce qu'il y a, c'est que même Twitch, c'est pas forcément le canal de diffusion principal. Je le fais parce que peut-être que puis j'aime bien, parce que ça me permet, c'est assez simple, je peux l'exporter ensuite sur YouTube directement. Mais ça a plutôt vocation à être sur YouTube, parce que j'ai pas toujours la possibilité de respecter parfaitement les horaires, quoi. Donc je fais ce que je peux. Mais oui, j'aurais préféré, c'était censé être 21h, et j'aurais préféré 21h, parce que ça m'arrange beaucoup moins de finir plus tard, j'ai encore des choses à faire, voilà. Mais je comprends tout à fait, hein, t'es en droit de le demander, c'est juste que c'est pas juste de mon côté une certaine nonchalance, c'est l'impossibilité de faire autrement, voilà. Donc je m'en excuse, et je sais bien que c'est pas le plus pratique pour les gens qui veulent regarder, qui ont sans doute déjà bien commencé effectivement leur soirée à 21h30. Je sais bien. Mais n'hésite pas à être sur le Discord et tout ça pour avoir le calendrier. Effectivement, après je fais ce que je peux pour respecter les horaires. Je suis pas si souvent que ça en retard, mais ouais, ça arrive. Et puis j'ai une déformation mentale qui fait qu'une fois qu'il est passé 21h, il faut que ce soit 21h30, parce que sinon j'ai du mal quand c'est pas un horaire plein et rond. Donc voilà, malheureusement, en plus de ça, je souffre d'une problématique de rigidité mentale. Bon allez, sur ce, je te remercie. Je vous dis bonne soirée à tous. Ouais, je sais, mais on a tous nos défauts, hein. Moi, c'est les tableurs et les horaires fixes. En tout cas, les horaires ronds. Allez, à plus. Et puis, bonne soirée, à la prochaine. Bon week-end, bonne semaine. Et puis, donc, à mercredi pour la suite de nos désastres coloniaux. Allez, à bientôt.